Euh, eh bien, bonjour à tout le monde. Donc, je prends la parole quelques instants et puis après, je vais donner la parole à Olivier et puis à Étienne Bertrand et puis à Vincent Lecoq ensuite. Donc de nouveau bien content de vous accueillir dans cet atelier. Cet atelier, enfin, on a entrepris d'organiser des ateliers de ce type. Je pense que c'est un des effets bénéfiques du confinement là qu'on a tous vécu, c'est qu'on découvre des outils assez extraordinaires pour partager notre passion et ça se prête particulièrement à notre communauté qui est très dispersée. Donc c'est vraiment un outil merveilleux qu'on apprend à utiliser. Et du coup, on a proposé quelques ateliers, alors aussi bien à la clientèle professionnelle qu'à la clientèle amateur. Petit à petit, on cherche nos marques et puis on a vraiment envie de multiplier ce type de rencontres. Et donc, je dis, si vous avez des idées, des suggestions, des demandes, des besoins de thèmes à aborder, eh ben, faites-le nous savoir. Nous, de notre côté, on essaye de trouver les bonnes formules en termes d'horaire, en termes de thèmes, d'invités, de nombre de participants, etc. Alors, moi, je rêve que ce soit des ateliers qui soient très interactifs. Par contre, là, quand on regarde dans la liste, on est déjà près d'une quarantaine de personnes en ligne. Donc, c'est très difficile de laisser parler tout le monde parce que ça va vite être une cacophonie. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de couper vos micros systématiquement. Et si vous avez des questions à poser, eh ben, vous les posez au travers du chat. Donc, en bas, hein, vous avez un bouton qui vous permet d'ouvrir le chat. Et donc, vous posez les questions. Et moi, quand j'aurai fini de papoter, là, je surveille le chat et donc soit j'interromps les intervenants si je considère que la question est instantanée, soit on les garde pour la fin et puis éventuellement on posera les questions pour la fin. Et à ce moment-là, vous pourrez éventuellement ouvrir le micro et puis être dans un mode un petit peu plus interactif. Mais ce qu'il faut, c'est vraiment respecter le fait qu'on soit assez nombreux. Autre chose, ça devrait durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Ça dépend pas mal de vos questions, mais en gros, la présentation elle-même, enfin, l'atelier lui-même devrait prendre à peu près 1 heure. Et puis après, il y aura le temps des questions. Il y a des gens il y a des anglophones, je sais, donc s'ils sont ici, c'est qu'ils parlent un petit peu français. J'ai vu Hug passer, il y a quelques autres personnes. Euh, N'hésitez pas, si vous préférez, vous pouvez poser des questions en anglais hein, par écrit, on les traduira. On y répondra en français, mais soyez à l'aise pour poser des questions. Et puis, la dernière petite introduction générale avant de rentrer dans le thème de cet atelier, c'est de dire de nouveau, j'aime beaucoup, on va causer de technique, en particulier au début avec Olivier sur l'instrument lui-même, sur l'Alpi en l'occurrence. Mais la finalité, c'est vraiment de faire des observations et d'utiliser ça pour faire de la science. Donc là, dans ce cas-là, c'est super intéressant. Enfin, moi, je suis très très content qu'on parle de l'Alpi, pas seulement d'un point de vue technique, mais en l'occurrence aussi au travers des observations qu'on peut faire avec cet instrument. Et pour ça, un grand merci à Étienne et à Vincent qui vont montrer ce qu'ils font avec leur Alpi pour de vrai et de manière complètement libre et passionnée. Et je trouve que c'est une démarche qui est super intéressante. Pour moi, cet Alpi, c'est un instrument c'est vraiment l'instrument idéal pour démarrer. C'est un instrument qui est facile, qui est compact, qui est léger, qui est pas très exigeant en termes de réglage. Donc, c'est vraiment un instrument qui est génial pour démarrer. Mais c'est un vrai instrument scientifique. Hein. C'est pas que un jouet. C'est un jouet, mais pas que. Et, et on peut vraiment faire de la science et aller très loin avec cet instrument. Bon, c'est un des instruments qui est le plus commun dans la gamme de chez Liac Instruments. Hein. C'est celui, je pense aujourd'hui que c'est celui qu'on vend le plus, très certainement. Et puis en plus, maintenant, depuis je sais pas, 1 an, 2 ans, je sais plus exactement, il est associé au logiciel Demetra, donc qui facilite encore la réduction de données. Donc ça en fait un instrument qui est vraiment facile pour démarrer. Voilà, donc là, Olivier Garde va prendre la parole dans quelques secondes là pour faire une présentation de, de l'Alpi en général. Et puis après, on passera la parole à Étienne et puis à Vincent qui parleront de leurs propres expériences. Donc un grand merci à tout le monde et je surveille le chat. À toi, Olivier. Bien. Eh ben, écoutez, on va voir un peu quelques généralités en fait sur
sur l'Alpi 600. Donc l'Alpi 600, ben, un peu, François déjà vous a déjà donné 2-3 briques sur ce spectro. C'est un spectro qui est relativement compact. Là, vous voyez en fait à l'image le spectro avec tous ses modules et toutes ses caméras. Donc c'est bon, on ne se rend pas bien compte de l'échelle, mais c'est là, ça fait à peu près 20 cm de long sur à peu près 10-15 cm de haut, tout compris avec le module d'étalonnage, le module d'autoguidage et le spectro en lui-même, ainsi que les 2 caméras. Alors, ce spectro, en fait, c'est le spectro de base, c'est juste l'élément que vous voyez sur la photo, hein, donc c'est pas bien gros. Hein. Ça doit faire à peu près 50 mm de diamètre sur dans un tube qui fait à peu près 60 mm de long, à peu près. C'est un spectrographe qui a une résolution de 600. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir une résolution de 600 ? Ça veut dire tout simplement que le spectro est capable de discerner un détail sur un spectre à une longueur d'onde donnée qui est de 1/600e de cette longueur d'onde. Donc, si vous regardez H-alpha, le spectro sera capable de voir 1/600e de la longueur d'onde de 6582,8 nanomètres, angstrom. C'est un spectro qui est dédié pour les petits instruments. Alors, quand on dit petits instruments, c'est assez vaste, mais ce n'est pas péjoratif. Hein. Simplement, vu sa compacité, vu son faible volume, il est surtout dédié pour des petits instruments, on va dire, qui vont de 80 à 250 mm sans que ce soit vraiment des chiffres marqués. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire aussi de la spectro avec une lunette plus petite. Simplement, on sera peut-être un peu limité en magnitude. Comme on peut utiliser aussi un télescope plus gros, on peut le mettre sur un 300 mm ou un 400 mm si on veut. Mais là, on verra que ça pose peut-être d'autres problèmes parce que le spectro ne sera peut-être pas forcément adapté, on n'aura pas un rendement maximum du fait qu'il sera mis sur un gros instrument. Et surtout, ce qui est important, c'est de voir que ce spectrographe est optimisé pour des rapports FD qui sont proches de 4. Ça ne veut pas dire que si vous avez par exemple un Schmidt-Cassegrain, un C8 qui est ouvert à FD10, si vous mettez votre Alpi 600 derrière, ça ne marchera pas. Simplement, il aura une moins grande efficacité, il aura un moins bon rendement, ce qui ferait que vous serez surtout limité pour faire des cibles faibles. Si vous faites Vega, il n'y aura pas de problème, vous pourrez rester à FD10. Par contre, si vous voulez faire une cible de magnitude 17, là, il vaudra mieux être autour de FD4 parce que c'est là où le spectro aura son plein rendement. Et puis, comme François vous l'avait dit, ce spectro a une masse en fait, qui est très légère parce que rien que le module de base, donc on prend juste ce que vous voyez à l'écran, ça ne pèse que 200 grammes. Donc, c'est vraiment quelque chose de très léger. Alors après, au niveau de la plage en longueur d'onde, donc en fait c'est un spectrographe qui est basse résolution, qui permet d'avoir en fait tout le domaine du visible. Mais on va voir aussi que selon le capteur que l'on utilise, là vous avez un tableau qui recense un peu, alors il n'est peut-être pas très à jour parce qu'il n'y a pas tous les derniers capteurs, je n'ai pas mis tous les capteurs présents disponibles sur le marché, mais en gros ça va d'un capteur qui ferait 4 mm de longueur jusqu'à un capteur qui fait 16 mm. Et donc vous voyez après dans les deux autres colonnes, selon la taille de votre capteur, quelle est la plage en longueur d'onde que vous êtes capable de voir avec cette caméra. Donc, grosso modo, si vous avez un capteur de 4 mm, vous allez avoir quand même un domaine de longueur d'onde assez restreint, parce que le capteur étant petit, donc vous allez avoir qu'une partie du spectre que le spectro Alpi sera capable de produire. Et donc, vous irez en gros de 4560 angstroms à un peu plus de 6000. Par contre, si vous prenez un gros capteur qui ferait à peu près 16 mm de long, là, vous allez avoir tout le domaine visible, voire en prime, un peu d'infrarouge, du proche infrarouge et un peu du proche ultraviolet. Et donc, vous allez pouvoir aller comme ça de 3650 angstroms jusqu'à 8500 angstroms. Donc là, vous allez vraiment avoir une grande plage de longueur spectrale. Généralement, beaucoup de gens utilisent ce spectro avec un ICX 694, donc en gros c'est celui de l'ATIC 460X qui fait 12 mm 5 de longueur. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez arroser la plage en longueur d'onde de 3650 à un peu plus de 8300 angstroms. Voilà. Alors, un peu vite fait un principe optique de ce spectrographe. En fait, c'est un spectro qui est équipé d'une fente. Donc, vous voyez un peu sur la gauche donc, la source de lumière qu'on veut analyser, passe à travers une fente qui fait, on verra après, mais la fente, en fait, il y a plusieurs largeurs de fente disponibles sur l'Alpi, passe par une lentille collimatrice qui va rendre le faisceau parallèle,
traverse un élément dispersif qui s'appelle un grisme. Alors un grisme, en fait, c'est l'acronyme en fait de prisme avec réseau. C'est en fait un réseau à transmission, c'est-à-dire qu'en fait, le faisceau de lumière ne va pas être réfléchi contre la surface, mais il va transmettre, il va être transmis à travers le réseau dispersif. Et puis après, on a un objectif qui permet après de focaliser sur le plan du CCD à l'arrière. Alors, prenez plaisir, il n'y en a plus qu'un. Il faut peut-être que les personnes. Alors, pardon, excuse-moi. Excusez-moi. Attends, vas-y, Olivier, bon. Je t'ai coupé, j'ai fait une fausse manip, c'est moi qui t'ai coupé. Ok, donc je continue. Donc, en fait, le SpectroALPI, si on regarderait en détail, si on pouvait voir à l'intérieur, voilà ce qu'on pourrait découvrir. C'est-à-dire qu'à l'entrée, sur votre gauche, vous avez une fente, en fait, et on va voir que cette fente est réglable. Au milieu, vous avez une lentille qui permet, en fait, de rendre le flux parallèle, qui vient taper après dans un grisme. Et le grisme étant en transmission, en fait, le signal du spectre dispersé sort sur votre droite, sur la droite de l'ALPI. Et donc, à l'entrée, il y a donc une fente qui est réglable. Alors, vous pouvez avoir un peu tout. Vous pouvez avoir la fente, là où c'est marqué H, 25 microns. En fait, c'est un trou. Enfin, c'est juste un trou qui fait 25 microns de diamètre. Et puis, vous avez des largeurs de fente. Par défaut, c'est plutôt 25-23 microns, mais vous pouvez monter à 50, 100 et 200 microns de large. On voit qu'après, on verra après que c'est à adapter en fonction des cibles. Si vous avez des cibles faibles, vous avez intérêt à faire entrer un peu plus de lumière, donc vous allez élargir votre fente. Et puis aussi, selon, on va dire, la focale de votre télescope. Si vous avez un télescope avec une grande focale, vous avez intérêt à travailler avec une fente assez large. Par contre, si vous avez un télescope, on va dire, d'un diamètre de 100 ou 200 mm, et bien là, une fente de 25 microns est parfait pour être utilisée avec l'ALPI 600. Alors, ce spectro, comme je disais au départ, est modulaire, c'est-à-dire qu'il est prévu, c'est à votre guise, vous pouvez rattacher un certain nombre de modules sur le spectrographe. Alors, il y a un module de calibration, comme son nom l'indique, qui génère en fait des signaux de calibration nécessaires pour calibrer votre spectre à la fois on va dire un peu en flux, mais surtout en longueur d'onde. Il est équipé en fait à l'intérieur d'une lampe de calibration argon-néon, donc qui produit des raies en émission du néon et de l'argon à des longueurs d'onde bien déterminées que l'on connaît. Il génère aussi une lampe de flat, donc en fait à l'intérieur il y a une ampoule tungstène qui permet en fait de générer en fait l'équivalent d'un corps noir, donc en fait un spectre continu et qui sert à faire en fait vulgairement ce qu'on appelle les flats en spectroscopie. Et puis sur votre droite, vous avez un module d'autoguidage, donc en fait, qui repose en fait sur un miroir de renvoi qui renvoie en fait la lumière qui arrive sur la fente du spectrographe. Et donc ce petit miroir va vous faire voir toute la fente du spectro, donc, et vous permettra en fait de faire rentrer l'étoile dans la fente du spectrographe pour produire un spectre. Et puis donc, vous voyez sur le dessus, donc là, ici, là, c'est là qu'on vient fixer, là, je pense que vous voyez le curseur de ma souris, c'est là qu'on vient fixer en fait la caméra d'autoguidage, où avec ces petites vis ici, ça permet en fait de faire la focalisation de la caméra d'autoguidage sur la fente du spectrographe. Alors, il ne faut pas oublier qu'un spectrographe seul, ça ne sert pas à grand-chose si on n'a pas le logiciel pour réduire les données derrière. Et justement, l'ALPI, ce logiciel d'Emetra, c'est le logiciel, on va dire, commun qui sera à terme utilisé pour tous les spectrographes de la gamme Cheliac. Mais d'ores et déjà, ce logiciel fonctionne avec le spectrographe ALPI. Et donc, vous permet de réduire, non seulement de faire la réduction de vos spectres, mais de faire aussi les acquisitions. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un logiciel tout en un qui fait les acquisitions jusqu'à la production de votre spectre réduit, calibré, prêt à être téléversé dans une base de données. Donc, mais vous pouvez aussi vous servir que du module d'acquisition et puis traiter avec un autre logiciel dont vous avez l'habitude, ou au contraire, faire les acquisitions avec un logiciel dont vous avez l'habitude, et puis rentrer les données dans des Metra pour faire le process
du spectre. Donc, je ne rentre pas plus dans les détails parce qu'il y a de nombreux tutos qui existent sur la chaîne YouTube de Cheliac Instruments qui expliquent en détail comment faire le process d'un spectre avec un LP600. Alors après, on va revenir un peu sur quoi on peut fixer et avec quel instrument en fait on peut utiliser un LP600. Je dirais que l'LP600 il est un petit peu universel dans le sens où on peut adapter et fixer ce spectro sur un peu tout ce qui passe, tout ce qu'on peut trouver dans la nature en fait. Alors là, vous voyez que sur votre gauche que le spectro est mis sur un C8 ou un C9 de loin. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Enfin, c'était à la Spectroparty à l'OHP il y a quelques années. Et simplement là, vous voyez la personne qui l'a installé ici, elle a rajouté en plus un réducteur de focale qui ramène la focale parce que les célestrons nativement sont à FD10 et donc pour l'utiliser dans les meilleures conditions, il a rajouté un réducteur de focale à FD6.3, ce qui fait que l'Alpi est attaqué avec un faisceau à FD6,3. Et puis sur votre droite, vous avez au contraire l'utilisation d'une lunette télévue de 85 mm sur lequel est également aussi fixé un spectro Alpi 600. Et puis, bien sûr, on peut après le fixer. Alors, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent sur un Newton. L'intérêt du Newton, c'est qu'il n'y a que des miroirs, donc il n'y a pas d'effet de chromatisme. Et donc, le signal, il est vraiment transmis même dans le bleu assez profond de manière parfaite. Le seul inconvénient, je dirais, d'un Newton, c'est que la fixation du spectro, elle ne se fait pas dans l'axe du télescope, elle se fait sur le côté du télescope, ce qui peut être un problème éventuellement d'équilibrage, parce que ce n'est pas évident, ça fait quand même une masse assez conséquente, même si le spectro est léger, ça fait quand même une masse avec le module de guidage, avec la caméra de guidage, avec la caméra d'acquisition, plus le module d'acquisition, enfin, ça fait quand même une certaine masse qu'il faut pouvoir faire supporter par le porte-oculaire. Et donc, la plupart du temps, vous voyez quand même que là, c'est des porte-oculaires ou des créfortes qui sont quand même assez costauds pour pouvoir supporter cette charge. Et puis aussi, le problème de bien équilibrer aussi votre monture avec la charge qui est mise sur ce Newton. Donc, le Newton a l'avantage de ne pas avoir de chromatisme, d'être, on va dire, avec des miroirs, donc parfait pour l'utilisation en spectro. Le revers de la médaille, c'est que c'est vrai qu'en termes d'équilibrage, c'est un peu plus, c'est pas impossible, mais c'est un peu plus complexe à réaliser. Alors, tout ça pour vous dire que, en fait, l'Alpi 600, il est aussi, vous le voyez, il est assez petit, là, il est très compact comme spectro, mais qu'il faut bien avoir en tête qu'un spectrographe, en fait, il est plus ou moins proportionnel à la taille du télescope sur lequel vous allez le mettre. Donc là, on utilise un petit spectrographe qui va aller plutôt sur des petits télescopes. Mais par contre, si on prend par analogie ce qui se passe chez les pros, chez les pros, là vous voyez, là c'est le spectrographe Espresso qui est en cours de montage à l'Observatoire de Genève. Et Espresso, cette espèce de grosse cuve qui ressemble à une cuve à mazout, où la cuve, elle fait 3 mètres de long sur 1,50 m de haut. Et le télescope, il pèse 5 ou 6 tonnes. Donc, mais bon, simplement, ce télescope, ce spectro, il est dédié pour aller sur le VLT au Chili. Donc, voilà, c'est simplement pour vous dire qu'un télescope, il est forcément proportionnel à la taille du télescope sur lequel vous l'avez installé. Et donc, un gros spectro va sur un gros télescope et un petit spectro va plutôt sur un petit télescope. Alors, simplement pour finir, avant que je laisse la parole à Étienne et à Vincent, quelques cibles. Alors, avec un spectro, qu'est-ce qu'on peut faire avec un Alpi 500 tout simplement? On peut faire vraiment tout. Certes, ce n'est pas un spectrographe haute résolution, donc vous n'allez pas pouvoir analyser des fins détails au sein d'une raie, par exemple H-alpha, vous n'allez pas voir vraiment des évolutions de structure au sein de la raie H-alpha. Par contre, l'avantage, c'est qu'avec ce spectro, vous avez tout le spectre du domaine visible en une seule fois. Donc, ce qui est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir un nombre incroyable de raies, entre, on va dire, 3500 amplumes jusqu'à plus de 7500. Et donc là, par exemple, vous avez par exemple un exemple d'un spectre de l'étoile Vega, où là, vous voyez qu'il y a toutes les raies. Donc, toutes les raies en absorption, c'est toutes les raies de l'hydrogène, les raies dites de Balmer. Et vous voyez qu'on les a toutes jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à 3600 et des poussières, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raies de Balmer. Donc, avec l'LP 600, c'est le spectrographe qu'il faut pour attraper en une seule passe toutes les raies de Balmer. Après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec un spectro Alpi? Là, bon, c'est un peu, sans que ce soit limitatif, c'est un peu tout ce qu'on peut faire avec un Alpi 600.
Alors, bien sûr, on peut faire des spectres de supernova. On verra que c'est quelque chose qui, surtout en ce moment, là, il y a une supernova dans M61 et donc qui peut être très, très bien suivi avec un LP600. Parce que la force de LP600, c'est justement d'aller, même avec des diamètres assez faibles, du style avec un 200 mm, c'est d'aller chercher des cibles qui sont très faibles en magnitude. Vincent et Étienne vous feront voir qu'ils peuvent aller très très loin en magnitude avec un matériel dans son jardin. Pas besoin d'avoir un télescope qui fait 600 mm de diamètre pour capter des spectres de magnitude 16 ou 17. On peut faire des étoiles symbiotiques, on peut faire des étoiles BE faibles. Ça n'a pas tellement d'intérêt de faire, par exemple, Gamma Cassiopée, qui est l'étoile la plus brillante du ciel en termes d'étoiles BE. Par contre, de faire des étoiles BE qui n'ont pas encore de spectre dans la base de données BESS, là, c'est intéressant parce que ça permet de savoir à un instant T si l'arrêt H-alpha est en émission ou pas. Et là, la spectroscopie basse résolution avec un ALPI a tout son intérêt parce que sur des cibles très faibles de magnitude 13 ou 14, vous allez pouvoir donner une information à la base sur l'état d'une BE à un instant T. On peut faire aussi de la confirmation de nébuleuses planétaires. On a donné pas mal de visioconf ces derniers temps sur les nébuleuses planétaires, notamment avec les programmes qui a été initié par ça quelques années par Anya Secker et puis maintenant repris par Quentin Parker à l'Université de Hong Kong, où il y a un certain nombre de listes d'objets nouveaux qui n'ont pas été encore répertoriés. Et la seule manière de définir la nature de cet objet, c'est d'en faire un spectre. Alors bien sûr, c'est des objets qui sont extrêmement faibles, que des fois on n'arrive même pas à voir dans la forme du spectro, mais avec un LP600, on est capable de produire des spectres de ces objets et après de pouvoir les cataloguer, dire oui, c'est une galaxie, ou c'est une nébuleuse planétaire, ou c'est une étoile de type quelconque, ou c'est une nova naine. Enfin, on est capable, avec un LP600, de pouvoir classer ces étoiles. On peut aussi faire des spectres de nova, notamment sur le site TNS aussi, Transient Net Server, on peut avoir des nouvelles cibles qui apparaissent avec des coordonnées. Et donc, il ne faut pas hésiter à se jeter dessus avec son ALPI pour essayer de faire le spectre. Et c'est très intéressant parce que des fois, on est même les premiers à faire le spectre de ces genres d'objets. Et justement, toujours dans l'optique de pouvoir identifier la cible qu'on vient de faire. On peut faire aussi des étoiles Wolf-Rayet aussi, de mesurer un peu leur évolution au cours du temps. On peut mesurer, ça, Vincent et Étienne vous feront voir un peu leurs travaux, mesurer des redshifts de quasars, de galaxies lointaines. Et puis aussi, on peut, avec un spectro basse résolution, s'amuser à faire une classification d'étoiles avec les types O, B, A, F, K, A, M. Donc les étoiles O qui sont les étoiles les plus brillantes et les plus chaudes, jusqu'aux étoiles M qui sont les étoiles les plus froides. Alors après, là c'est juste une petite parenthèse, c'est aussi qu'un LP600, ça ne sert pas forcément que sur un télescope. Il y a beaucoup des clients de chez LIA qui achètent un LP600 en labo pour faire de la spectro, notamment de la spectromoléculaire ou de la spectro dans le domaine de la géologie aussi, de la minéralogie. Et moi, par exemple, j'ai bricolé un banc avec un LP600 qui permet en fait de mesurer la bande passante de filtres astronomiques. Donc là, vous voyez, là, il y a une ASI 183, il y a l'LP600, il y a un module de calibration, toujours dans l'esprit de pouvoir calibrer les spectres que l'on produit. Et puis, surtout, j'ai rajouté donc un porte-filtre où là, on insère en fait un filtre qu'on veut mesurer. Et puis, à côté, il y a une source de lumière. Alors, pour l'instant, j'ai utilisé une lampe halogène classique à 3200 Kelvin. Avec un diffuseur, donc en fait une sorte de verre dépoli qui permet en fait de ne pas faire un faisceau trop concentré, mais au contraire de bien diffuser la lumière. Et avec ça, on peut s'amuser à mesurer des filtres. Donc là, c'est un peu des exemples de ce que j'ai fait. J'ai même mesuré avec ce banc-là un laser vert qui sert à pointer les étoiles, voir s'il était bien à la bonne longueur d'onde tel qu'il était inscrit dans la notice. Oui, il est bien à 532 nanomètres, donc ça, il n'y a pas de problème. Et puis, on peut mesurer, par exemple, des filtres anti-pollution, comme le filtre UHC Lumicon, ou une série de filtres RVB astronomiques, ou encore un filtre à bande étroite H-alpha, et puis les comparer avec d'autres. Par exemple, là, j'ai comparé un filtre Astrodon avec un filtre astronomique, voir s'ils sont bien centrés aussi, parce qu'on voit que aussi des fois, selon les marques, on a des petites surprises, ils ne sont pas forcément centrés pile poil sur H-alpha. Il y a des fois des petits décalages. Voilà, c'est simplement pour dire que l'LP600, il peut servir à plein de tâches et pas forcément être mis derrière un télescope. Et maintenant, je vais laisser la parole à Étienne qui va vous présenter ce qu'il fait avec son LP600. Et puis après, c'est Vincent qui prendra le relais et qui vous dira tout aussi sur son setup et ce qu'il observe avec son LP600. Ça commence, papa.
Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que Sans j'ai des problème. difficultés sur Internet avec la connexion. C'est bon, il y a le son, C'est vous bon. avez tout? Ouais, on a C'est le bon. son et C'est l'image. bon, Ok, parfait. voilà, merci. Voilà, vous voyez l'écran? Oui, ça y est, ça a basculé sur l'écran. Voilà, donc je vais vous faire une présentation de... Alors, je m'appelle Étienne, je suis du côté de Royan, astronome amateur depuis à peu près une bonne dizaine d'années. Et dans la spectroscopie depuis à peu près 2015. Voilà, donc mon site, c'est juste au-dessus de Bordeaux. Je suis en bord de mer, donc les conditions ne sont pas optimales, mais on peut faire quand même pas mal de choses avec ce bon matériel. Donc, la présentation que je vais vous faire, c'est vous montrer le setup que j'utilise. Et après, il va y avoir deux parties, une sur une galaxie et voir qu'on peut mesurer plein de choses. Puis après, sur des objets assez faibles qui sont tentants pour aller un petit peu au bout de l'instrumentation, depuis un lieu qui n'est pas forcément top pour l'observation. Alors, le matériel, donc moi, j'ai commencé avec un C8. Vraiment, c'est un super télescope assez léger, grande focale pour aller chercher pas mal d'objets, très léger. Donc, pour commencer à se repérer avec le télescope, la caméra de guidage, l'autoguidage, c'est vraiment polyvalent. Au niveau des caméras, j'ai la TIC 414 avec un bon rendement quantique, donc qui marche vraiment bien. Puis pour le guidage, j'ai voulu quand même rajouter des sous pour avoir vraiment une caméra de qualité, pour avoir un bon champ de guidage. Je trouve que c'est assez important d'avoir une caméra qui vous donne la possibilité de bien vous repérer, de faire un autoguidage de qualité, parce qu'avec tous ces petits plus, en fait, on va voir que les résultats sont vraiment au bout de la clé, quoi. Et après, j'utilise deux ordinateurs que vous voyez. Il y en a un pour le guidage, celui de gauche. On voit d'ailleurs la fente dans l'éclairage. Là, c'était la prise de flat. Et l'autre, c'est sur au-delà. Et deux ordinateurs, parce qu'en fait, j'utilise les mêmes caméras Attic. Et avec au-delà, j'arrive pas à avoir, disons, tout avec juste un seul PC. Et pour info, là où j'observe, en fait, c'est au nord. J'ai le côté est, le zénith et la partie nord. Voilà. Hop. Alors, un petit accessoire que j'ai trouvé assez sympa pour mettre des objets dans la fente, surtout quand on veut faire un réglage un petit peu spécial, c'est un adaptateur Schmidt-Cassegrain au format de pouce. Et en fait, si vous voulez, mettons, je l'ai utilisé pour le quasar jumeau qui sont deux sources à peu près à 5 secondes d'arc. Et l'avantage, c'est que vous pouvez mettre des sources étendues et bien les régler pour que ça soit dans la fente comme vous souhaitez. Sinon, sans ce matériel, des fois, on passe un peu plus de temps pour faire l'affinement. Et donc là, sur la photo, par contre, c'est le C11 que j'ai acheté. Avec ce tube, bon, il y a plus de photons que dans le C8 qui rentrent. On s'amuse vraiment bien. C'est le pied, quoi. Alors, sur M108, donc, alors, ce que je voulais insister, c'est surtout sur la caméra de guidage, parce qu'en fait, vous voyez, si l'avantage de cette Attic, donc, comme je disais, c'est la taille du capteur qui est assez importante et qui permet de bien voir l'objet, même d'avoir des étoiles un peu partout dans le champ. Et c'est intéressant parce qu'en fait, ça vous permet, en vous mettant sur Nova Astronomy, de pouvoir poster votre image et d'être repéré immédiatement et de savoir où est-ce que vous vous trouvez par ce logiciel en ligne. Et après, ce qui est intéressant, donc la caméra est refroidie à moins de 10 degrés, donc on voit que l'image est très propre, il n'y a pas beaucoup de pixels chauds, il y a quelques cosmiques qui apparaissent. Et vous voyez en bas, c'est l'image de la NASA d'un M108. Et en fait, le but, c'est d'un peu de jouer avec une caméra de guidage et de jouer à la fois avec la spectro et la photographie. En fait, quand vous faites des spectres, le conseil, c'est
de faire des photos de votre guidage pour repérer un petit peu tout ce qui est passé dans la fente et de savoir ce que vous avez analysé dans cette soirée. Après, au niveau du guidage, j'utilise toujours la caméra en binning 3.3 pour essayer d'avoir les choses qui pètent à l'écran. Et après, j'aime bien faire des comètes aussi. Et là, souvent, elles sont faibles. Et ce que je fais, en fait, c'est que je me mets en binning 5.5. Alors, la résolution, elle n'est pas super bonne, mais par contre, on arrive à voir tout faiblement la comète. Et puis après, on fait un guidage manuel avec la souris. Et en fait, ça marche très bien. Donc, la CCD de guidage, moi, je vous recommanderais mettre quelques euros de plus. Mais après, vous avez vraiment un bon setup qui peut faire… c'est du confort, des avantages. Et puis après, faire aussi de la photographie. Voilà, alors bon, vite fait pour M108, donc je place la fente dans le noyau dans la fente. Vous connaissez ça, on obtient les raies. Alors ça, c'est une galaxie avec des raies d'émission. Donc on mesure les longueurs d'onde H-alpha du côté rouge du spectre. On a le redshift, on peut en déduire la vitesse de récession en enlevant la vitesse héliocentrique. Pour être plus précis, on enlève la vitesse de la galaxie, de la Voie lactée. Vous voyez, on arrive à quelque chose comme 700 km/s. Donc, avec le redshift, on a aussi la distance, avec la constante de Hubble. Donc là, on obtient 10 mégaparsecs, 33 années-lumière. Et alors, l'intérêt de la fente de guidage, c'est qu'en fait, on va pouvoir faire un mariage à la fois de ce que nous apporte la spectro, les renseignements de la spectro, mais aussi de la photo. Et l'idée, en fait, si vous voulez, donc, c'est d'avoir un champ de l'objet pour connaître la taille du champ de la caméra et après de mesurer la taille de la galaxie. Et en fait, avec ça, on peut voir qu'on peut mesurer la taille de la galaxie en utilisant le cercle trigonométrique et les radians. Vous voyez que la photo, en fait, ça va nous donner l'axe Y et l'axe X et Y, et la spectro, l'axe Z. Donc, on a l'angle, le champ, mettons la taille X, puis en fait, on va mesurer le côté L avec l'axe Z et l'angle. Et on trouve que, bon, on mesure à la règle. Hein. J'avais trouvé un champ de guidage de 15 minutes. On voit que la galaxie fait à peu près la moitié, donc ça fait quelque chose comme 7 degrés. 7 minutes, je veux dire. On convertit en degrés. Les degrés, c'est 1 degré, c'est pi radian. Enfin, on peut convertir les degrés en radians. Donc là, je trouvais que 7 minutes, ça fait 0,11 degrés. 0,11 degrés est égal à pi divisé par 180. On retrouve 0,02035 radians. Et en fait, pour mesurer la taille de la galaxie sur l'image, donc on fait l'angle fois la distance en années-lumière. Et on trouve une distance à peu près de 70 000 années-lumière. Donc c'est assez sympa, quoi. On a déjà toutes les infos que donne le spectre, les raies d'émission. On peut même voir des vitesses dans les raies d'émission. Après, on a la distance. On peut calculer aussi via l'image de guidage qui réfléchit vraiment bien, qui fait une image propre, la taille de la galaxie. Et on peut même, s'il y a des raies d'émission très intenses, calculer la vitesse de rotation. En fait, il faut arriver à mesurer un côté de la galaxie qui vient vers nous, un autre qui part. Et on voit que sur le delta lambda sur une longueur d'onde, ça fois la vitesse de la lumière, il y a 2 vitesses, il y a aussi l'angle d'inclinaison de la galaxie, on mesure la vitesse de rotation. Donc, pour cette galaxie, donc là, vous avez l'axe Y, c'est la largeur de la fente. Et vous voyez donc, en fait, j'ai essayé de placer le noyau pile au milieu et d'avoir des bras, enfin disons, le reste de la galaxie qui passe dans la fente. Et alors, le spectre, le continuum très visible, bien blanc, en fait, c'est l'étoile qui était devant sur la ligne de visée de la galaxie, qui est passée à travers la fente. On reconnaît les raies H et K du calcium, donc on pourrait faire ce spectre. Le bulbe, vous l'avez juste en dessous, c'est ce continuum-là, où on voit la raie H alpha intense. Et on voit qu'en fait, il y a de l'information au-dessus.
d'un autre côté de l'arrêt et aussi en bas. Alors celui d'en bas, il n'est pas trop probant, mais je l'ai mesuré, mais il y avait beaucoup de bruit et je trouvais à peu près quelque chose de vers 65-74. Le lendemain, j'ai refait une pause. Alors là, j'ai posé 40 minutes unitairement pour avoir de l'info. Et on voit qu'en fait, bon, l'arrêt d'émission de l'autre côté apparaît. Et quand on regarde les deux côtés de la galaxie, en fait, on voit bien un décalage qui fait 6 angstroms, à peu près 6 angstroms et demi. Et donc, en fait, on a notre variation de longueur d'onde sur H alpha. Donc, on divise fois la vitesse de la lumière. Il y a 2 vitesses, on divise en 2. L'angle d'inclinaison était de 67 degrés. Et on voit qu'on a une vitesse de rotation de 160 km/s. Donc c'est assez sympa, quoi. Ça permet à partir de spectres d'aller vraiment s'amuser sur les objets. Puis après la vitesse de la rotation, ce qu'on peut faire aussi, c'est calculer la masse de la galaxie en partant en fait du même principe que pour mesurer la masse du Soleil. En fait, vous avez 2 corps qui tournent l'un autour de l'autre. Une vitesse est mesurée, vous avez le rayon de l'orbite. Alors pour le Soleil, on trouve 30 kg. Et la formule, donc la masse, c'est la vitesse au carré fois le rayon, fois la constante divisé par la constante de gravitation. Et on voit en fait qu'on peut appliquer cette formule pour notre galaxie. Donc la vitesse de rotation qu'on avait trouvée de 160, alors il faut tout mettre en mesure, en mètres, en kilos, en secondes. Donc vous avez 160 000 mètres secondes. On a calculé tout à l'heure le rayon de la galaxie. Donc 70 000 années-lumière, c'était le diamètre, donc on a le rayon. On le convertit en mètres, on a la constante G, et en fait, on voit qu'on peut calculer une masse depuis son fauteuil, de mesurer la masse d'une galaxie depuis son fauteuil. Et pour M108, je trouve quelque chose comme 12, 10, 40 kilos, ce qui fait à peu près 62 milliards de masses solaires. Voilà, tout ça avec l'ALPI, c'est quand même un super matériel, quoi. Et au niveau des vérifications des mesures, en fait, vous avez donc les mesures de la NASA sur la partie gauche. Ce que j'ai observé, on voit que c'est assez proche, quoi. Il y a quelques erreurs, une marge d'erreur. Et la masse, alors je ne sais pas trop où trouver l'info, mais je l'ai vu sur Wikipédia. On voit que je suis à peu près à 40%. En fait, ça donne un aperçu, quoi. Et on voit que les redshifts, les vitesses de récession, la distance, enfin tout colle bien, quoi. Alors vu que j'ai fait une photo de la caméra de guidage, vous voyez, peut-être la galaxie est un poil plus grand, mais ça colle bien avec les données qu'on trouve sur cette galaxie. Donc du super matos, c'est de bons moments passés à observer. Et puis après, sur les quasars faibles, alors là, c'est pour aller un petit peu plus loin dans l'amusement et essayer de mettre des difficultés pour bien pousser le matériel dans les retranchements. Alors, la difficulté, donc moi, je suis vraiment au plancher des vaches, hein, à 10 mètres d'altitude à côté de l'océan. Donc, le ciel n'est pas super, mais on va essayer de faire des choses. Donc, le but, en fait, c'était d'aller... le challenge, c'était d'aller dans le côté rouge du capteur du CCD, d'avoir une raie qui apparaît là. Donc, de chatouiller des redshifts de 4, des magnitudes autour de 18, et surtout des objets en fait qu'on ne voit même pas dans la caméra de guidage. Donc, vraiment arriver à mettre la cible proprement au pixel près. Donc, la ville, j'ai dit que ce n'était pas super. Avec un télescope C11, l'ouverture 6.3, donc il y a quand même 4 lentilles qui mangent un petit peu le rayonnement. Donc, peut-être un Newton ou autre, ça serait mieux, mais déjà, ça marche pas mal. Et en fait, pour mettre les objets dans la fente, c'est assez catastrophique. Enfin, c'est assez délicat, quoi, disons. Et ce que j'utilise, en fait, c'est une règle. Alors, ça peut paraître un petit peu curieux, mais en fait, le but, vu qu'on ne voit pas les objets en fait, dans la caméra de guidage, c'est de trouver des alignements. Alors, c'est pour ça que j'utilisais tout à l'heure l'adaptateur Schmidt-Cassegrain de pouce.
en fait, il faut essayer de trouver des étoiles et de les mettre sur des droites. Vous voyez, là, le petit quasar, il est ici. Et en fait, on voit qu'à droite, il y a des étoiles qui forment comme une sorte de triangle. Et on voit que si on trace un trait là-dessus, en fait, le quasar se trouve sur la fente. Alors, donc le but, vous voyez, sur l'image de gauche, j'ai mis la caméra le plus plan possible pour avoir l'objet en fait qui passe par la fente. Alors ça, c'est délicat parce que vous voyez que le guidage, en fait, il ne va pas être orthogonal ou parallèle à l'ascension droite et la déclinaison. Et il va être un petit peu moins précis. Mais par contre, on est sûr que l'objet, si on a bien fait le placement précisément, il va se trouver dans la fente. Et donc, pour vous donner un petit peu la difficulté de l'opération, en fait, vous voyez que l'étoile très faible qui est juste au-dessus de celle-ci, en fait, elle a magnitude 18. Et le quasar, lui, est proche de magnitude 18,2. Et en fait, l'étoile de 18, on la voit, mais le quasar, il doit être à peu près là. Alors, c'est peut-être ça. Mais on voit qu'il apparaît presque pas dans l'image qui est de 60 poses de 10 secondes en binning de 2. Et en fait, donc je l'ai placé précisément, j'ai lancé le guidage. Et ce que j'ai fait pour voir si ça marchait, en fait, j'ai fait des pauses en binning 4-4, alors plutôt 60, 120 secondes et 300. Et on voit en fait que sur le côté rouge en fait, du capteur, là à droite, l'arrêt en émission Lyman alpha apparaît bien. Et donc là, c'est bingo, quoi. On peut ouvrir une bouteille de champagne, c'est top. Et donc, ça a réussi. Donc, voilà. Donc, le traitement avec le logiciel ISIS. Alors là, on voyait tout à l'heure qu'il y avait une espèce d'étoile. Alors, je ne sais plus où elle est. Ça doit être celle-ci à droite qui était dans le champ. Elle apparaît là. Puis, vous voyez ici, là, c'est vraiment l'arrêt Lyman alpha. Donc, c'est une raie de l'ultraviolet à 1216 angstroms qui apparaît ici à peu près à 6712 angstroms. Et le redshift, il est de 4,52. Et ce sont 5 pauses de 20 minutes en binning de 2 sur la caméra. Donc après, moi, je ne m'y connais pas trop, mais je pense que François pourra en parler, mais peut-être la taille de la fente de 23 micromètres. L'échantillonnage n'est pas parfait, mais ce qui est sympa, c'est vraiment d'aller dans le retranchement du matériel et on voit que ça marche depuis un lieu qui est pas forcément optimum. Alors, si vous êtes au pic du Midi ou dans des observatoires avec un pur ciel, peut-être les magnitudes 18, 19 sont, avec une raie intense en émission, sont accessibles. Et voilà, après la dernière slide, c'était pour vous montrer. Alors, c'est pas simple, hein, sur 5 cibles, il y en a 3 qui ont été attrapées. 2 ratés. Alors, il y en avait une dans la Vierge, j'avais des lampadaires à sodium à côté, alors peut-être ça n'a pas aidé. Et on voit qu'on chatouille, vous voyez, les magnitudes 18, 18,1, 18,37, 18,17. Et les redshifts de 4 ont été dépassés. Enfin, le challenge est cool. En bas, vous avez le spectre du quasar. Vincent va nous le montrer tout à l'heure, là, APM qui a 3,90 à peu près. Et après, vous voyez, là, on voit la raie Lyman alpha, en fait, sur la partie rouge du spectre à redshift 4. Voilà, donc du super matos et on s'amuse bien avec. Voilà. Eh ben, j'entends les applaudissements dans la salle, là, en fait. Oh, c'est surtout vous. Hein. Moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'arrive depuis 2015 en spectro, les logiciels sont faits, le matériel est fait, c'est polyvalent, c'est bien expliqué et tout, donc c'est que du kiff, quoi. Ouais, moi je fais un petit commentaire rapide à chaud là. Ce que je trouve fantastique dans ta démarche, c'est que c'est exactement
ce qui est génial dans ces manips, finalement, l'instrument n'a qu'une petite partie. C'est la démarche de le faire. Aussi bien sur la Galaxy, sur M108 que tu as montré que sur les Quasars. Le truc, c'est simplement de faire la mesure et puis de poser 2-3 calculs sur le papier. Et c'est cette démarche qui est absolument fabuleuse. Et dans cette logique-là, bah, l'ALPI, ce n'est qu'un petit capteur qui va te permettre d'apporter tes données. Et je trouve que la manip, elle est magnifique, quoi, en fait. Ce que tu présentes là, c'est On juste s'amuse bien. magnifique, quoi. Ouais. Ouais, je vois, on les entend bien, les applaudissements là Ah ben, merci à dans le tous, chat. mais Dans le vous chat. ferez pareil dans quelques temps si vous. C'est sûr. Mais bravo. Après, je sais pas, bon, ouais, avant de donner la parole à Vincent, il y a un truc qui m'a un petit peu étonné au début. Tu fais du binning 3.3 avec une fente de 23 microns sur le guidage. Ouais. Ça, alors, vu comme ça, au premier abord, ça me semble un peu hérétique, Ah ouais. parce que ça veut dire que la taille de tes pixels, elle est à peu près de la taille de ta fente. Et donc, tu vas certainement avoir du mal à résoudre, c'est-à-dire la résolution de ton image, elle est plus donnée par les pixels que par la fente, quoi. Et quand tu Ouais. vas vouloir guider très précisément dans la fente, bah, en fait, tu n'auras pas assez d'informations pour exactement guider. Donc, mais par contre, là où mon argument il tombe complètement, c'est quand tu vas chercher des objets qui sont très faibles. Mm. Là, évidemment, sur des objets faibles, le binning il apporte énormément parce que tu fais sortir des objets qui ne seraient pas visibles sinon, quoi. Ouais. Après, peut-être le binning 3, c'est surtout pour voir des cibles faibles, en fait, Ouais, voilà, c'est ça. et Voilà, les c'est ça. voir, en fait, sur la fente de guidage. Mais après, peut-être binning 2, tu aurais raison, peut-être ça serait meilleur. Je sais pas. Ben, en fait, si tu veux la précision de guidage, enfin, de guidage et d'auto-guidage, enfin voilà. Ouais, mais encore une fois, ça n'enlève pas. C'est un petit commentaire technique qui est très très humble par rapport à tout ce que tu présentes ici. Oui, puis bon à prendre. Hein. Mm. Merci. Vincent, tu prends la parole? Ouais, merci, mais je vais essayer de passer derrière Étienne. Ça va pas Ouais, être simple. Alors, je vais. Ah bah, Étienne, il faut que ouais, tu arrêtes ton partage d'écran, Étienne. En haut, oui, voilà, ça y est, bon. c'est bon. Voilà, c'est bon. Ouais, Merci. voilà, normalement, vous allez voir la présentation. Vous l'avez, c'est bon? Ouais, c'est Oui, bon. c'est bon. Ouais, donc je vais essayer de passer derrière Étienne. Alors, c'est pas simple, hein, Z égale 4, pour l'avoir essayé, c'est un exercice qui est pas facile. Mais bon, voilà, moi je vais vous montrer aussi ce que j'ai pu faire avec l'Alpi. Alors moi, je fais de l'astro depuis que je suis tout gamin, et vers l'âge de 20-25 ans, j'ai basculé sur l'astrophoto standard, hein, enfin avec des filtres interférentiels SHO. Puis au bout d'un moment, ça m'a un peu lassé, et il y a, je sais pas, 5 ans, je pense, 5-6 ans, voilà, j'ai basculé sur la spectro. J'en avais déjà fait un peu au lycée, mais là, je me suis mis sérieusement, et avec l'Alpi, voilà, et puis je vais vous montrer ce qu'on peut faire aussi avec l'Alpi, pas mal de trucs assez intéressants. Alors tout d'abord, le matériel, ben, c'est un peu ce qu'a montré déjà Olivier. Enfin, moi, j'utilise un Newton diamètre 250. À f sur 4, donc c'est un Skywatcher. Je suis en banlieue lyonnaise, hein, donc vous le verrez, ben, un peu comme chez Étienne, hein, vous verrez la pollution lumineuse, hein, sur les spectres, mais c'est pas forcément voilà, pas forcément hyper embêtant. Je vous montrerai aussi enfin vous verrez la différence. Je montrerai aussi des spectres pris à l'OHP, et on voit que le fond de ciel est quand même pas tout à fait le même. Donc le spectroscope, donc c'est un Alpi 600, donc équipé, hein, des modules de guidage et de calibration, avec la fente miroir de 23 microns. Alors j'ai indiqué orienté parce que par contre moi je l'oriente, alors soit selon l'axe ascension droite, soit selon l'axe déclinaison, mais c'est toujours orienté, voilà, forcément sur l'un des deux axes. La caméra de guidage, donc c'est une Natic 314 que j'ai utilisée jusqu'à assez récemment, et puis là dernièrement je suis passé sur une ASI pour comparer. Voilà, je suis passé sur une ASI 120 pour le guidage. Voilà, je voulais tester ces petites caméras CMOS qui marchent très bien. Et puis pour l'imagerie, bah, c'est une Natic 414. Natic 414, voilà. Les logiciels que j'utilise, donc pour piloter l'ensemble du setup, hein, j'utilise Prism version 10. Et puis ensuite, pour la partie traitement des données, principalement Isis, et un petit peu aussi Visual Spec. Et puis quand nécessaire,
Je me fais des scripts en Python, soit pour tracer des courbes ou pour pouvoir fitter ou décomposer des courbes en gaussienne, par exemple. Ouais, quelques sources d'inspiration parce que c'est bien d'avoir le télescope, le spectro, etc. Mais il faut effectivement savoir un petit peu ce qu'on va viser. Et on trouve plein de choses, sur le web, mais aussi dans pas mal de bouquins. Donc j'en avais ici quelques-uns en photo. Moi, enfin voilà, il y a quelques bibles. Hein, c'est le livre de Richard Walker, par exemple, alors, qui est en anglais, hein, mais qui est très bien fait, avec plein d'exemples. Donc le Spectral Atlas for Amateur Astronomers, qui contient plein d'exemples hein, de différents objets, voilà, qui sont accessibles pour un amateur. Vous allez trouver des quasars, des galaxies, supernovas, et à chaque fois les spectres, avec à chaque fois les spectres associés. Donc c'est vraiment une mine d'informations. Le bouquin aussi de James Keller, qui est aussi en anglais, qui décrit assez bien les différents types d'étoiles et puis les spectres associés. Donc ça, si on veut rentrer un peu dans le détail de ce qu'il y a derrière un spectre, c'est vraiment intéressant. Il a aussi fait une espèce de top 100 de ses étoiles préférées. Donc on peut aussi on peut aller taper dedans. Il y a le guide de François comme l'indique le titre, pour bien pouvoir démarrer avec, notamment avec l'Alpi. Et c'est une bonne base de départ. Et puis une Bible pour moi en français, hein, c'est le bouquin d'Agnès Hacker, hein, Astronomie, Astrophysique. Alors qui peut être un peu ardu, hein, c'est un cours de niveau licence maîtrise, mais vous allez trouver plein d'infos, et notamment si vous voulez vous lancer un petit peu dans les calculs ou dans l'analyse vraiment de vos spectres, vous allez pouvoir y trouver plein de choses, quoi. Et puis évidemment, il y a des sites internet, alors et j'y ferai référence par la suite, mais il y a les sites de François Tessier, par exemple, donc astronomie-amateur.fr, qui est une grande source d'inspiration. Il a aussi, vous trouverez un PDF sur ce site de spectro basse résolution pour les amateurs, avec plein de choses et plein d'idées que vous allez pouvoir trouver. Le site de Christian Buil, vous pouvez fouiller dans tout le site, mais notamment dans la partie observation. Ouais, ça donne aussi pas mal d'indications sur ce qu'on peut faire en tant qu'amateur avec un spectro basse résolution type Alpi. On trouve aussi pas mal de projets sur le site de Cheliac. Et puis les bases de données. Donc vous avez les bases ARAS, par exemple. Et les forums aussi sont des sources d'inspiration. Vous avez le forum d'Arras, par exemple, dans lequel on peut aussi pas mal discuter avec d'autres astronomes et voilà, et essayer de avoir des idées, des choses, des alertes, récupérer des alertes, des choses comme ça. Sur les cibles pour l'Alpi, comme le disait Olivier en introduction, on peut faire Gamma Cassiopée au début, peut-être pour se faire la main, mais vraiment l'intérêt de l'Alpi, c'est d'aller, comme l'a montré Étienne, hein, d'aller sur des cibles hyper faibles en fait. Donc aller sur des quasars, sur des galaxies à noyau actif, des nébuleuses planétaires, des BE faibles, des étoiles symbiotiques, des comètes, etc. C'est là où vraiment l'Alpi apporte son maximum, quoi. Sur la façon de prendre les spectres, c'est assez standard. Donc comme je disais, moi je pilote les équipements avec Prism. Je fais alors j'ai un setup qui est normalement en poste fixe, mais que je déménage parfois à l'OHP ou ailleurs. Et dans ces cas-là, je m'embête pas avec la mise en station. Enfin, je fais une mise en station assez sommaire au viseur polaire. Donc alors, le viseur polaire astrophysique, c'est assez précis, mais voilà, je passe pas 2 heures à faire une mise en station, et puis derrière, c'est l'autoguidage qui fait le boulot, et ça marche plutôt bien. Sous Prism, j'utilise beaucoup les routines, hein, de focalisation automatique, de reconnaissance de champ, alors ça énormément, de pointage évidemment, et puis d'astrométrie. Alors là, je l'ai souligné, puis je l'ai mis en gras.
mais l'astrométrie, c'est vraiment hyper important, et notamment, enfin, vous l'avez vu là dans le cas de ce que faisait Étienne sur des cibles faibles qu'on voit à peine ou qu'on ne voit pas. Bah, c'est hyper important de savoir exactement où se situe la fente, et donc de faire une bonne astrométrie. Voilà. Donc au niveau de l'autoguidage, j'utilise l'autoguidage sur consigne dans Prism. Et puis après, ben, quand je démarre la session, je démarre par la cible. Derrière, j'effectue une calibration. Ensuite, je vais sur l'étoile de référence. Je prends les spectres de l'étoile de référence. Je fais une calibration pour l'étoile de référence. Et puis, j'attaque la deuxième cible, calibration, etc. Et puis, à toute fin d'observation, je fais les flats. Voilà. Alors, je fais des calibrations à chaque fois pour la cible et pour l'étoile de référence. Je suis pas certain que ce soit hyper nécessaire. Je pense que c'est une bonne habitude à prendre. Mais bon, le spectro est quand même assez robuste et assez stable. Donc, c'est peut-être pas forcément nécessaire. Pour avoir accès aux étoiles de référence, j'utilise le site là, développé par Serge Golovanov, là, donc spectrostarfinder.net, qui est basé sur un fichier Excel qui avait été rendu disponible par François Tessier. Et voilà, donc qui vous permet de trouver, vous rentrez, c'est en lien avec Simbad, donc vous rentrez l'identifiant Simbad de l'objet de votre cible, et puis en fonction de votre lieu d'observation et puis de la date, et ben voilà, ça va vous donner les meilleures étoiles de référence. Et puis évidemment, voilà, j'utilise des bibliothèques d'offset et de dark. Ensuite, pour traiter les spectres, alors le lendemain, ouais, ça j'indique, c'est important. Enfin, on va traiter des spectres. Enfin, faut essayer de le faire le plus rapidement possible. Sinon, on a tendance un peu à, enfin, si on met ça vraiment au surlendemain ou à la semaine suivante, on a tendance à pas le faire, et du coup à perdre des infos qui peuvent être importantes, quoi. Donc moi personnellement, j'effectue les traitements de données sous Isis. Donc vous avez le lien ici, hein, sur le site de Christian Buil. Isis, ça vaut le coup d'y passer quelques heures au début en suivant les tutos de Christian pour l'Alpi ou le Lisa. Ils sont hyper bien faits. Et alors c'est un peu, voilà, voilà, faut y passer un petit peu de temps pour bien le prendre en main. Mais une fois qu'on a compris un peu la logique qui se cachait derrière, on peut passer sur nos propres spectres et ça se passe bien. Voilà, donc la référence, donc l'étoile de référence plus le spectre de calibration, ben, pour obtenir la courbe de réponse instrumentale, la loi de dispersion. Ça, je vous apprends pas forcément grand-chose. Et puis derrière, avec les spectres de la cible, ouais, je fais attention au choix des zones de binning. Voilà, bon, ça c'est juste un petit aparté. Faire attention à ce que dans les zones de binning, il n'y ait pas forcément de présence d'autres spectres, ou pour les comètes, par exemple aussi, c'est important de bien choisir une zone de ciel où on appelle par exemple les bandes moléculaires de la comète. Et puis, j'insiste aussi sur le fait, ben, d'aller, quand c'est possible, parce que des fois les spectres sont nouveaux, mais quand ils le sont pas, ben, d'aller essayer de comparer avec des données existantes. Alors les données, on en trouve plein le web, sur les bases de données BESS par exemple, ou dans la littérature scientifique. On trouve aussi des spectres auxquels on peut aller se comparer. Je montrerai ça par exemple pour un quasar. Voilà, donc par exemple pour ce quasar, donc là, on a un redshift, on n'est pas, je suis désolé, on n'est pas tout à fait à 4, on est à 3,9. Mais donc voilà, en fait, le spec que j'ai obtenu, donc j'ai effectué des postes de 20 minutes, hein, donc 8 postes de 20 minutes. Donc vous avez ici en haut à droite, hein, le spectre obtenu, donc on le voit bien. Ici, c'est une image de champ, enfin que j'ai eu sur internet, hein, de l'image DSS. Juste pour insister sur le fait que pour le coup, l'astrométrie, elle est hyper importante, parce que voilà, faut bien repérer que c'est bien cette étoile-là qui est le quasar que vous visez, quoi. Et puis derrière, voilà le spectre obtenu, donc avec la bande Lyman alpha, et puis une raie de l'azote ionisé 4 fois, donc que ce soit pour Lyman alpha ou pour l'azote ionisé 4 fois, ben, pour les voir, donc ça, faut énormément d'énergie pour avoir ces bandes-là. Donc normalement, on est plutôt dans l'UV. Là, il se trouve qu'on les voit dans le visible à cause du décalage cosmologique.
Donc, ce qui nous permet d'observer ces bandes. Et puis, ce qu'on voyait aussi, c'est qu'on a des bandes du magnésium qui apparaissent, un magnésium ionisé une fois, alors qui lui est pas le même décalage spectral. Donc, en fait, ça, c'est une bande qui n'est pas issue du quasar en lui-même, mais qui est issue d'un objet qui est sur la ligne de visée, en fait. Voilà, ce qui arrive assez fréquemment puisque, sur les quasars, on a des objets qui sont assez lointains. Donc sur la ligne de visée, on peut aussi avoir d'autres objets qui font partie du spectre et avec des décalages spectraux du coup qui sont différents, 1,1 alors que le redshift mesuré pour ce quasar était à environ 3,9. Et si on compare un petit peu avec la littérature, là, j'ai sorti un article de 1998. Finalement, on voit que le spectre ici, basse résolution, il se compare plutôt bien que ce qu'on peut voir avec certains spectres de la littérature, en fait, hein. Donc, voilà, quand on obtient ça, on est plutôt content. Et puis on peut aller un cran plus loin. Donc on mesure le redshift à partir du décalage des raies. Mais à partir de ce décalage, on peut aussi mesurer un facteur d'échelle. Donc ici, 20%, ça veut dire qu'au moment où les photons ont été émis, l'univers avait 20% de sa taille actuelle. Et puis si on creuse un petit peu dans la littérature, et notamment à partir du livre d'Anya Sacker, hein, on peut lire sur ce type de figure, on peut commencer à mesurer et calculer la distance de ce quasar, qui est évalué à 25 milliards d'années-lumière. Donc voilà un petit exemple de ce qu'on peut faire avec l'ALPI sur les quasars. Je passe rapidement aussi sur les nébuleuses planétaires. Olivier en a parlé un peu. Alors là, c'est un peu un cas d'école puisque NGC 23, donc c'est la nébuleuse du Clown, hein, qui a été ici imagée par un collègue du CALA, Christian Haine. C'est une nébuleuse planétaire qui est assez brillante. Donc vous voyez ici le spectre, hein, elle est assez facile à faire avec des pauses de 5 minutes. On voit bien ici les raies de chaque élément. Mais à partir de ce spectre, on peut essayer de gratter, d'aller un petit peu plus loin et puis essayer d'en déduire un certain nombre de choses et assez facilement, quoi. Donc la première chose à faire à partir du spectre, on va essayer d'identifier l'ensemble des raies. Donc par exemple, pour ça, VisualSpec est redoutable, hein. Vous pouvez identifier toutes les raies qui sont présentes. À un moment donné, on va avoir besoin des différentes raies ici, de l'hydrogène, l'oxygène et de l'azote. Ici, on voit qu'elles se chevauchent un peu. Donc là, on peut aller les décomposer en différentes gaussiennes. Alors moi, j'ai fait un script qui me le fait en Python, mais VisualSpec le fait aussi très bien. Et à partir de ces décompositions, on récupère chaque raie de manière isolée. On peut évaluer le rougissement interstellaire, hein, donc qui est dû à la matière présente entre la nébuleuse planétaire et nous. Donc, ce qui permet de dérougir, en fait, ce qu'on appelle dérougir l'ensemble des raies pour avoir les bons ratios, par exemple H-alpha sur H-bêta, et pareil pour les raies de l'oxygène. Et à partir de là, on peut vraiment aller travailler sur le spectre et évaluer des paramètres physiques de la nébuleuse planétaire. Par exemple, dans ce cas-là, on peut évaluer la température électronique de la nébuleuse. À partir de mon spectre, j'avais pu l'évaluer à 14 000 de Kelvin. Dans les publis, on trouve entre 12 000 et 13 000. Donc, on est avec un petit spectro et un petit matériel, on n'est pas loin de ce que trouvent les pros dans la littérature. Puis des densités électroniques aussi qui sont mesurables, 2700 électrons par centimètre cube. Dans les publis, les pros trouvent 3000 électrons par centimètre cube. Donc, voilà, on a un bon ordre de grandeur. Alors cet exemple-là, je l'avoue, je l'ai intégralement. Alors j'ai fait la manip évidemment moi-même, mais par contre c'est un exemple qui est intégralement décrit et qui est très bien décrit sur le site de François Tessier. Donc je vous invite à aller voir cette page-là si vous voulez reproduire cette manip. C'est vraiment très facile à faire. Et puis l'ensemble des calculs sont aussi bien décrits dans le livre d'Agnès Acker. On peut aussi faire des supernovas, et alors ça, il y en a, on va en avoir quand même assez régulièrement. Actuellement, il y en a une, comme le disait Olivier, dans M61. Alors, ce qui est intéressant sur la spectro de supernova, alors, vous voyez ici donc le spectre obtenu. Donc, j'ai posé, je ne sais plus, 5 fois 20 minutes. Donc, vous avez ici le spectre de la supernova qui est très net. Et puis, vous voyez ici le spectre aussi, on commence à voir le spectre de la galaxie haute.
donc de M61, notamment avec les raies ici, une raie H-alpha et puis H-bêta qu'on commence à deviner ici. Donc ça, c'est bien parce que on va à la fois pouvoir faire des mesures sur le spectre de la supernova et puis aussi mesurer au passage le redshift de la galaxie hôte qui est M61. Donc voilà, on peut mesurer le redshift à 0,005, ce qui nous met la M61 à 70 millions d'années-lumière. Et puis on a ici le spectre de la supernova. Et à partir de ce profil de spectre, on arrive à classifier cette supernova, de dire que c'est une supernova de type 2, donc vraiment une explosion d'une étoile supermassive. Et puis on peut aussi mesurer des vitesses d'expansion. Donc ça, si vous faites des mesures de supernova, je vous invite à aller téléverser vos spectres sur le site du TNS, Transition Time Server, de l'IAU. Et à partir de ce site, il y a un petit outil pour pouvoir faire des mesures de vitesse d'expansion de la surface de la supernova, ici qui était mesurée à 9000 km par seconde. Voilà, et puis un autre spectre de supernova, donc d'un type, puisqu'on parlait de classification, ici une supernova de type 1A, donc qui elle, par contre, en revanche, alors, autant sur la supernova de type 2, on a des raies de l'hydrogène qui sont extrêmement élargies du fait de l'explosion de l'étoile. Autant sur une supernova de type 1A, on n'a pas de présence de raies d'hydrogène, mais par contre, on a des fortes bandes liées notamment au silicium et au fer. Donc vous avez ici une image du guidage. Donc vous avez ici la galaxie qui était NGC 5353, et puis le petit point qui est ici, donc c'est la supernova qui est présente dans cette galaxie. L'allure du spectre nous permet de la classer selon une supernova de type 1A, et puis à partir en l'occurrence du blue shift des raies du silicium, on arrive à mesurer une vitesse d'expansion de l'ordre de 13 000 km par seconde. Enfin, pour terminer, je vais finir par les étoiles BE. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les étoiles BE sont des étoiles très chaudes, de type B, et qui sont en rotation très rapide sur elles-mêmes, et qui peuvent présenter des raies en émission. Vous trouverez plein d'infos donc ce sont des étoiles qui sont extrêmement, enfin qui sont bien suivies par des groupes de professionnels et par des amateurs, parce que les émissions peuvent varier et vont varier dans le temps. Et voilà, et le fait de suivre les spectres dans le temps permet de mieux comprendre un peu la physique qui se cache autour de ces étoiles qui sont en rotation extrêmement rapide. J'ai fait une extraction depuis le site arasbem.free.fr hier, je crois. Et juste pour vous donner un ordre de grandeur de ce que peut apporter l'ALPI sur les spectraux d'étoiles BE, si je prends comme critère, je me suis limité à des étoiles de magnitude inférieure à 13 et puis de déclinaison positive. On va trouver, je crois, 671 étoiles BE au total dont on avait besoin d'avoir les spectres. 318 étoiles BE qui avaient moins de 5 spectres, 219 avec moins de 2 spectres, et 50 étoiles qui n'avaient aucun spectre en fait. Et donc ça, en fait, ça laisse énormément de place à DAS spectro basse résolution pour aller essayer de compléter en fait ces bases de données. Alors moi, généralement, sur les BE, je participe à ce programme BE pour justement aller chercher des étoiles un peu faibles. J'évite de faire les mêmes BE, par exemple, qu'Olivier, qui lui utilise un spectro-échelle sur des étoiles un peu plus brillantes, parce que de toute façon, moi, j'aurais aucun gain à apporter à faire de la basse résolution sur des étoiles de magnitude entre 7 et 10, parce que là, ces étoiles sont déjà couvertes par des spectros haute résolution. Mais justement, voilà, faut aller sur des étoiles qui ont pas de spectre, et puis essayer de les suivre d'année en année, par exemple. Voilà, à ce titre, j'avais fait, par exemple, l'année dernière, une étoile dont vous avez ici l'intitulé. Donc, voilà, je ne décris pas en détail. C'est un spectre qui a été fait à l'OHP. Donc, au passage, vous voyez que le fond de ciel est quand même nettement meilleur à l'OHP qu'à côté de Lyon. Encore une fois, là aussi, vous avez une image DSS. Donc, je réinsiste vraiment lourdement sur l'astrométrie. C'est hyper important pour bien repérer que l'étoile dont vous voulez acquérir le spectre, c'est bien celle-ci et pas celle qui est juste à côté.
Et donc, c'est une étoile qui avait pas de, voilà, qui était dans la basse baisse et qui n'avait pas de spectre. Donc, voilà, l'été dernier, je me dis, ben, tiens, je vais en faire. On doit être aux alentours d'une magnitude 12 hein, de mémoire. Et voilà, on obtient, par exemple, typiquement ce type. Alors, typiquement, non pas forcément, mais pour cette étoile-là, j'ai obtenu ce spectre. Donc, on a une belle raie ici, H-alpha en émission, et puis H-bêta aussi. Normalement, là, vous me direz que je parle d'étoile BE, mais que j'obtiens ce type de profil qui n'a absolument rien à voir avec le profil d'une étoile de type B. Vous aurez raison, en fait, mais sur des étoiles de magnitude faible, elles peuvent être relativement loin. Et donc, entre l'étoile et nous, il peut y avoir pas mal de matière interstellaire qui vient en fait rougir l'ensemble du spectre. Et pour le coup, sur des étoiles de magnitude faible, enfin de magnitude élevée, pardon, et ben, on n'a pas forcément le profil type de l'étoile de type B, mais on peut avoir comme ça des profils un peu plats et puis avec ou pas forcément, mais des pics en émission. Voilà, donc ce que j'ai indiqué, on peut avoir un fort rougissement du spectre sur ce type d'étoile de magnitude un peu élevée. Voilà, donc je ne sais pas si je suis dans les temps ou pas, mais juste pour conclure, sur la spectro basse résolution, moi les points sur lesquels je voulais un petit peu insister, c'est que, bah, c'est ouais, enfin, voilà, vous avez pu le voir avec les présentations d'Étienne notamment, c'est franchement, enfin, c'est hyper intéressant, hyper riche. Pour moi, la première étape, c'est déjà de plutôt bien maîtriser son matériel, hein, tout ce qui est enfin voilà, régler les problèmes de mise en station, de focalisation, de collimation aussi. Moi, j'utilise un Newton. C'est important quand on va faire des objets un peu faibles, c'est de faire rentrer quand même un maximum. Enfin, le but, c'est quand même de faire rentrer un maximum de lumière au sein dans le spectro par la fente. Donc, être bien focalisé, bien collimaté, ça aide. Être à l'aise, voilà, avec l'utilisation des caméras, l'autoguidage et l'astrométrie. Bien régler l'ALPI sur table de jour. Enfin, ça, faut bien prendre son temps pour bien faire les réglables de jour. Ça se fait super facilement et ça se fait bien. Et puis après, une fois que, voilà, après, on peut vraiment acquérir son spectre hyper rapidement dès qu'on a ça, parce que l'ALPI, c'est vraiment, enfin, c'est un outil qui est facile à prendre en main, quoi. Les cibles, je ne reviens pas là-dessus, sont hyper nombreuses. Juste pour les nébuleuses planétaires, voilà, moi j'ai donné un exemple de calcul un petit peu qu'on pouvait faire sur une nébuleuse facile comme la nébuleuse du Clown. Mais si voilà, vous avez peut-être assisté aux conférences précédentes, notamment de l'association TwoSpot, vous pouvez aussi valider, hein, c'est un excellent outil hein, pour valider des découvertes hein, de nébuleuses planétaires. Ça marche aussi très bien. Les étoiles BE, les étoiles symbiotiques, j'en ai pas parlé, mais il y a aussi pas mal de programmes avec des professionnels pour le suivi d'étoiles symbiotiques où la spectro basse résolution est assez à l'aise, hein. Et puis un point important aussi, à mon avis, c'est de partager ses résultats. Alors maintenant, dans les forums, dans les forums, il y a plein de sous-sections spectro dans WebAstro et AstroSurf. Il ne faut pas hésiter à poster. Il y a le forum Arras aussi, bien sûr. Et voilà. Et puis l'ALPI, comme je disais, c'est un outil qui est super hein, pour faire de la science, vraiment, pour faire de la science. Il est facile à utiliser. Il est stable hein, mécaniquement. Voilà, on ne revient pas tous les jours sur le réglage. Et voilà, ça, c'est vraiment un régal. Voilà, moi j'en ai fini pour ma présentation. Je pense que je vais arrêter le partage d'écran. Eh ben, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de nouveau, waouh, j'adore, parce qu'au moins on parle d'observations très concrètes et de choses super, quoi. C'est très, très impressionnant. Là aussi, je fais juste un petit commentaire, puis après j'ai relevé 2-3 questions, mais les questions peuvent venir maintenant. Tu parles de basse résolution dans BESS. Alors là, je prends ma casquette BESS. J'enlève la casquette Cheliac 2 secondes. En disant, quand tu dis ouais, faire des spectres en basse résolution, il y a aucun intérêt quand à côté il y a des spectres échelle. Alors d'un point de vue résolution, c'est évident. Par contre, il y a quand même un truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est que pour une même étoile, un spectre échelle, tu vas mettre 1h30 de pause. Avec un ALPI, tu vas mettre quelques minutes. Ce qui fait qu'en une nuit, tu peux balayer beaucoup plus d'étoiles BE et donc d'attraper beaucoup plus vite des mouvements dans l'étoile, en particulier des passages en émission, ce qu'on appelle les outbursts. Donc, même sur des étoiles relativement... Et là, le jeu, c'est de dire que les basses résolutions scannent le ciel en permanence à haute cadence. Et quand on voit effectivement un mouvement,
hop, là, on appelle les copains qui ont de la haute résolution, et là, ils pourront poser pendant quelques heures, quoi. C'était juste un petit complément. Je dis aussi, enfin, c'est quelque chose qui est assez fascinant dans vos deux présentations, c'est le ciel pollué, ben, on s'en fout, ça permet, enfin, vous avez des cieux dans lesquels ce serait très difficile de faire de l'imagerie, si je ne m'abuse, en tout cas en comparaison de ciels magnifiques qu'on peut avoir au Chili ou au Maroc ou des choses comme ça. Et pourtant, la spectro, on peut le faire. Il y a eu une question je crois que c'était Didier Cumnal qui posait la question. Un des intérêts, c'est que dans le traitement d'image, comme en fait l'ALPI est un spectro à fente, à côté de l'étoile qu'on observe, on observe aussi, on fait le spectre de la pollution du fond de ciel, et du coup on peut corriger pendant le traitement le spectre de l'étoile de la pollution du fond de ciel. Donc on arrive à faire le ménage. Alors c'est évidemment vachement mieux d'être dans un ciel pur, mais vraiment, enfin là vous faites des démonstrations extraordinaires que oui, on peut tout à fait observer, enfin faire de la spectro, même dans des cieux qui sont relativement modestes. Alors je vais surveiller un petit peu les questions, peut-être s'il y a des gens qui veulent intervenir. J'en ai noté deux. Ouais, non, j'ai un dernier petit truc d'un point de vue technique. Vraiment, je me pose pas en donneur de leçons parce que vous observez vachement plus que moi et vraiment respect, et je suis admiratif de ce que vous faites. Par contre, quand vous plusieurs fois se pose la question de la précision des mesures, et quand je fais, enfin le réflexe est effectivement de se dire tiens, j'ai fait une mesure de galaxies, de redshift, de choses comme ça, et je vais vite aller comparer avec ce qui se passe dans la littérature. Il y a vraiment un réflexe à avoir toujours quand on fait, enfin les mesures qu'on fait nous, c'est de multiplier les mesures. En fait, quand il y a une incertitude sur la mesure, si on la fait qu'une seule fois, on a une valeur. Si on l'a fait 10 fois, et ben on peut faire la moyenne et on améliore la précision. C'est toujours un réflexe à avoir, on l'utilise en permanence dans ce qu'on fait en astronomie, mais ça s'applique bien là. Alors évidemment, quand il y a 3 nuits d'observation pour aller chercher un quasar, faire 10 fois l'observation, ça fait 30 nuits au lieu de 3, ça complique un peu la manip, mais n'empêche que c'est comme ça qu'on peut aller chercher de la précision qui va au-delà de ce que permettent les instruments. C'est un truc qui me fascine toujours, ça. Ok, j'ai noté deux questions. Alors au tout début des présentations, déjà une comparaison entre LISA et ALPI, enfin un LISA avec une fente de 23 microns et un ALPI. En gros, la réponse d'un point de vue technique, c'est le LISA est plus lumineux. Le LISA a un peu plus de résolution. Et il est plus lumineux. C'est-à-dire que si on veut vraiment en performance pure, c'est-à-dire en sensibilité et la capacité à aller chercher des objets faibles, avec un petit peu une meilleure résolution, le LISA se situe au-dessus. Mais sinon, on est vraiment dans des mêmes gammes de résolution en tout cas. Donc voilà. Donc si vous voulez vraiment chercher des cibles faibles et que vous avez un peu de budget, il vaut mieux aller sur le LISA. Mais sinon, si c'est pour faire des manips ordinaires, je dirais l'ALPI suffit largement. Et puis il y a aussi une question qui a été posée, alors je ne sais plus qui, je ne sais pas si je vais la retrouver, concernant est-ce qu'un Ritchey chrétien, un télescope Ritchey chrétien de 203 mm, c'est une bonne chose. Alors donc Olivier, il me semble pas, ou alors j'ai raté des choses pendant ta présentation, je crois que ça a été complètement abordé. C'est le fait de dire globalement, quand on fait de la spectro, on est sensible au chromatisme, c'est-à-dire au fait que le télescope ne focalise pas à la même position, dans le même plan, dans le bleu et dans le rouge, pour faire très très simple. Et effectivement, quand on prend un Schmidt-Cassegrain par exemple, il y a du vert, et le vert il apporte du chromatisme. L'avantage d'un Richter chrétien ou l'avantage d'un Newton, c'est que ce sont des spectros purement à miroir, et du coup il n'y a pas de chromatisme. Donc c'est effectivement si votre télescope il ne sert qu'à faire de la spectro, et si vous vous posez la question de quel télescope acheter, il vaut mieux aller sur un de ces deux modèles-là. Par contre, un des commentaires qui a été fait, c'est de dire ouais, mais un Richter chrétien, ça permet une installation mieux équilibrée de l'ALPI, du spectro par rapport à un Newton. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, il y a vraiment des configurations qui sont très très classes avec l'ALPI qui sort sur le côté d'un Newton,
du côté de la monture, ce qui fait quelque chose. C'est une organisation qui est très compacte de l'instrument, et je pense que ça, c'est vraiment une configuration qui marche très très bien. Donc et puis l'avantage aussi du Newton, c'est qu'il est plus ouvert, et comme l'Alpi est un spectro ouvert, ça s'y prête un petit peu mieux. Alors qu'un Richter chrétien, en général, c'est f sur 8, et le f sur 8 est un petit peu loin de la capacité que peut avoir un Alpi, donc c'est un petit peu dommage. Donc a priori, moi, comme ça, je préfère une configuration Newton que Richter chrétien. Voilà, voilà. Bon, je sais pas si tu as vu les commentaires. Il y a plein de félicitations. Est-ce qu'éventuellement vous avez des questions à poser, ou dans ce cas-là, comme là je vois rien, je crois, il me semble, j'ai rien laissé passer dans la liste. Si vous voulez prendre le micro et puis poser des questions pendant encore quelques minutes, on se donne une dizaine de minutes maximum. Bonsoir à tous, Joël à l'appareil. Je voudrais poser une question à Vincent. À un moment, tu as passé une diapo et j'ai été interrompu par quelqu'un dans la maison. Et donc, j'ai cru voir 25 milliards sur un calcul que tu as fait, 25 milliards d'AL. Est-ce que je me trompe? Non, 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 tu ne te trompes pas. Non, non, c'est ça. C'était pour estimer la distance d'un quasar. Ouais. C'est une distance comobile, en fait. Ouais. Ah, d'accord, comobile. Non, parce Ouais. que c'est pas le fond C'est- connu. Non, 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 c'est vraiment lié au fait que Ok. l'univers est en expansion et la galaxie bouge avec, en fait. Alors, parce que sinon, tu aurais reçu de la lumière qu'on ne reçoit pas nous. Ouais. Ok, Ouais. merci Vincent. Excellent. D'autres questions? Ah, le silence dans la salle. C'est toujours pareil, quand on ne sait pas si c'est... je vois que, enfin, Didier Cumnal, peut-être à propos de réducteur de focale. Tu prends le micro? Oui, voilà, tu m'entends là? Oui, absolument. Bon. Oui, en fait, donc j'ai mis un réducteur de focale, mais je crois qu'il y a eu quelqu'un d'autre qui a posé une question. J'ai d'une part sur la caméra de guidage, donc des étoiles qui sont absolument pas rondes sur la périphérie, bien entendu, hein, Oui. de l'écran. Et deuxièmement, il y a une autre personne qui a posé une question sur la qualité du spectre à travers le réducteur de focale. Oui, alors le fait, la qualité du spectre, le réducteur de focale, s'il est bien foutu, enfin, il apporte une qualité d'image, il ne va pas dégrader le spectre du tout. Il faut passer un peu à travers quelques épaisseurs de verre, donc on va laisser passer quelques pourcentages de lumière. C'est un petit peu dommage, mais globalement, on n'altère pas du tout le spectre. Il peut y avoir une signature chromatique, éventuellement, hein. On disait tout à l'heure, il faut préférer des Newton ou des Ritchie chrétiens dans lequel il n'y a pas de verre. Évidemment, si c'est pour rajouter un réducteur avec du verre derrière, eh ben, on perd un petit peu ce bénéfice-là. Mais globalement, rajouter un réducteur, ça apporte pas de défaut. Il y a juste une précaution à prendre, c'est de positionner le réducteur de focale à la bonne position pour laquelle il a été calculé. D'une part, si vous ne le mettez pas à la bonne position, vous n'allez pas avoir le rapport de réduction qu'il est censé donner. Et en plus de ça, vous allez apporter effectivement du chromatisme. Donc il y a très souvent un effet, c'est juste du fait que le réducteur de focale n'est pas mis à la bonne distance du spectro, où là ça peut apporter des défauts. Alors c'est pas vraiment sur le spectre lui-même, mais c'est c'est du chromatisme, et du coup, dans le bleu en général, ou dans le rouge, mais c'est surtout dans le bleu que ça se voit, on va voir un élargissement du spectre, et donc une perte de sensibilité. D'accord. Et tu disais l'autre. Pardon, j'ai L'autre oublié chose, l'autre c'est partie de la question. qu'il y a dans les étoiles à la périphérie, en fait, Oui, sur la caméra de alors, guidage, hein, sur oui, l'écran, sont un peu des lentilles, quoi. Mais ça, je ouais. pense qu'on ne peut pas y échapper. Si, alors ça n'a rien à voir avec le réducteur de focale. Enfin, sauf si c'est ton réducteur de focale qui est mal foutu et qui est mal utilisé, parce que lui-même, il y a peu de chances pour qu'il soit mal foutu intrinsèquement, mais s'il est mal utilisé, ça peut être ça. Mais sinon, en général, quand on voit des étoiles, des petites comètes, enfin des étoiles qui se transforment en comètes sur les bords, ça, c'est en général parce qu'il n'y a pas la distance entre la caméra et l'optique de guidage n'est pas correcte. A priori, ça n'a rien à voir avec la partie spectro. D'accord. Et en général, c'est le coup classique, ça arrive assez souvent. Tu as une caméra qui est en monture CS, donc avec un back focus qui est très court, et l'optique de guidage est prévue pour une monture C. Donc il y a 5 mm d'écart. Il suffit de rajouter une bague de 5 mm entre les deux, et là tu vas retrouver une qualité d'image beaucoup plus exploitable
pour le guidage. Mais D'accord. ça n'a rien à voir Oui, avec le réducteur de focale. oui, Si je me trompe pas. j'ai une Lodestar, hein, donc effectivement, peut-être que c'est particulier. Ok, bien, merci François. Voilà, voilà. Tiens, une question de Thibaut qui me paraît assez intéressante. Vincent, là, tu dois te répondre. Comment fonctionne le processus pour dérougir les spectres en prenant en compte les poussières de la Voie lactée? Il suffit d'aller regarder jusqu'à l'étoile et de compter les poussières. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça se fait plutôt bien, sachant que en fait, c'est un ratio des raies H-alpha sur H-bêta. En fait, ce ratio, il est fixe, hein, il est donné par la physique quantique et normalement, il est fixe, quoi. Et par contre, ce ratio, vous allez pouvoir le mesurer sur le spectre. Et si sur le spectre, on trouve que ce ratio est différent du ratio théorique, eh ben, c'est qu'il y a un rougissement qui est lié à la matière entre nous, enfin qui est sur la ligne de visée, en fait. Et à partir de là, donc à partir de ces ratios H-alpha sur H-bêta, on arrive à estimer ce qu'on appelle un facteur de dérougissement et du coup à recalculer les vraies intensités des différents traits de la nébuleuse planétaire. Quand je dis les vraies intensités, ce sont les intensités qu'elle devrait avoir s'il n'y avait aucune matière sur la ligne de visée. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui, je pense tout à fait. Je rajoute juste un petit point un petit peu technique, cette histoire de rougissement. Donc, ça veut dire que si on regarde dans certaines régions du ciel, on va se trouver avec de la matière interstellaire qui peut déformer le spectre d'une étoile. Et c'est en particulier un tout petit peu pénible pour nos étoiles de référence, parce que comme on considère que des étoiles de référence sont justement des étoiles de référence, elles ne le sont plus du fait du dérougissement. Et j'apporte juste cette précision, c'est dans le travail qu'a fait François Tessier dans son fichier des étoiles de référence, donc fichier qui a été repris donc, par Serge Golovanov pour aller faire un petit utilitaire en ligne. Ça utilise les mêmes données. François Tessier a veillé à ne garder que les étoiles qui ne sont pas affectées de rougissement interstellaire. Donc merci François. Pourrais-je poser une question de débutante? Ah bah non, parce que tu n'es plus débutante, Christine. J'ai trouvé sur le site de Christian Buil un petit programme pour calculer les temps de pause à choisir pour nos cibles. C'est trop compliqué pour ce que j'en fais. Et donc, j'ai une méthode empirique. Je vais à saturation lors d'une acquisition, puis je diminue ensuite progressivement mon temps de pause, mais je ne pourrais pas trouver quelque part quelque chose de plus rigoureux. Olivier, tu sais répondre? Oui, Ouais. en fait, je dirais, Christine, on fait en fait chacun nos propres abacs. Hein. Moi, personnellement, je me fais mes abacs en fonction de mon setup. Et de manière empirique, je mesure, par exemple, je fais le spectre d'une étoile de magnitude 2. Et puis, comme tu dis, je détermine le temps de pause unitaire pour pas bien sûr saturer le spectre parce que ça n'a aucune valeur. Donc, je vais me retrouver, par exemple, je ne sais pas moi, je fais un spectre et puis je vais poser, disons, 10 secondes. Et puis, si j'ai 30 000 ADU, je note qu'en 10 secondes, sur une cible de magnitude 2, j'obtiens 30 000 ADU. Et donc, ça me sert de base. Après, je fais par exemple la même chose avec une étoile de magnitude 4. Et puis, en 10 secondes, je regarde combien j'ai d'ADU sur la pause. Et ça me permet de faire une abac qui, après, me permet tout simplement de dire, tiens, je vais faire une étoile de magnitude 6. Le temps de pause, c'est ça pour mon setup. Et je n'ai pas à me poser de questions. J'ai comme ça le temps de pause unitaire. Après, rentre la notion du temps de pause total. Et là, le temps de pause total, il est dépendant uniquement d'un facteur, c'est de savoir quel est le signal, le rapport signal-bruit que tu comptes avoir à la fin sur ton spectre. Donc, c'est surtout valable pour des objets qui sont très faibles, comme l'a montré Vincent ou Étienne. Il y a des fois où tu vas être obligé de poser, de faire 3, 4 heures, 5 heures de pause sur des sites qui sont suffisamment faibles, de façon à avoir le signal-bruit, le rapport signal-bruit c'est-à-dire nécessaire pour pouvoir faire des mesures. En toute logique, un bon spectre chez les pros, c'est un spectre qui a un rapport signal à bruit qui est de 100. Donc, grosso modo, on peut dire que c'est un bon spectre. Maintenant, nous, en spectro, notamment basse résolution, sur des objets très faibles, on n'aura jamais 100
de rapport signal-bruit. C'est impossible à obtenir, à moins de poser sur des nuits entières, voire cumuler plusieurs nuits ensemble. Mais déjà, pour le temps de pause unitaire, voilà, c'est un système empirique que j'ai fait moi-même. Je me suis fait ma propre ABAC et qui me permet maintenant, après, de savoir qu'en fonction de la magnitude de la cible, eh ben, je vais utiliser tel temps de pause unitaire. Je complète un tout petit peu sur un truc. Là aussi, je parle de manière théorique et pas forcément d'expérience, mais il y a un piège aussi sur ces histoires de temps de pause, c'est que si tous les profils spectraux étaient les mêmes, ce serait très facile de calculer un temps de pause à partir de la magnitude. Manque de peau, il y a vraiment des profils qui sont très différents. Quand on prend une nova, par exemple, qui pète, et ben, quasiment toute l'énergie, elle est dans H-alpha, donc on peut aller chercher des étoiles beaucoup plus faibles en magnitude. On peut accéder à des étoiles beaucoup plus faibles en magnitude parce que toute l'énergie est concentrée dans une partie du spectre. Et ça, donc selon le type d'objet, en fait, c'est pour ça qu'on ne peut pas généraliser le calcul et qu'en gros, tout le monde se fait un petit peu sa petite sauce, quoi. Alors moi, juste pour témoigner, en pratique, moi sur les temps de pause, j'avoue que je me prends pas trop la tête, quoi. Enfin, c'est sur les temps de pause unitaires, je fais soit 5 minutes, soit 10 minutes, soit 20 minutes, Oui. parce que j'ai des bibliothèques de Dark associées. Et voilà, et à partir de là, je sais que j'arrive à avoir. Alors si c'est une BE de magnitude 9, je fais des pauses de 5 minutes, c'est largement suffisant. Si c'est un quasar magnitude 15, ça va être 20 minutes, quoi. Mais voilà, enfin moi je sais que personnellement je fais pas de calcul particulier sur le temps de pause. Au doigt mouillé. D'autres questions? Oui. Vas-y Christine. Ah, on t'entend pas là. Tu as coupé ton micro, Christine. Sauf. Ah, c'est bon là. C'est bon. Non, là. c'est bon. Ouais, vas-y. C'est bon. Non, bon, c'est la méthode que j'appliquais, le doigt mouillé. Ben, c'est celle qui marche, c'est celle qui marche le mieux, hein. Après, comme le disait François, on peut avoir des surprises. Par exemple, si on prend par exemple Delta Scorpion ou Gamma Cassiopée, qui sont en fait des étoiles BE avec des raies H-alpha très intenses. Et ben là, on peut se faire piéger parce que même si on se fait son abac en se disant, bah tiens, Gamma Cass, c'est magnitude 2, donc je veux poser, je ne sais pas moi, 10 secondes, eh ben là, on a toute raison de penser qu'on va saturer sa ré H-alpha, tellement la ré H-alpha est intense par rapport au continuum de cette étoile. Donc il y a des cas particuliers, hein. Les novas aussi, c'est quand il y a une nova brillante qui pète dans le ciel, comme le disait François, on a toute l'énergie qui est concentrée dans H-alpha et il n'y a pratiquement rien ailleurs à côté. Donc en fait, il faut faire hyper attention et dans ce cas-là, eh ben, on pose une pause à l'estime en se disant bah tiens, on va essayer, je ne sais pas moi, 1 minute. Et puis, on regarde ce que ça donne. Et puis, bah, si ça sature, bah, on divise le temps de pause par 2. On recommence. Et puis, de façon à ajuster, de façon à avoir, on va dire, par rapport à la dynamique de son capteur, de jamais dépasser aussi les 2/3 de la dynamique. Ne serait-ce que parce qu'au-delà des 2/3, on peut considérer qu'on peut avoir éventuellement des problèmes de linéarité du capteur, mais surtout aussi pour se garder une marge de réserve d'ATU au cas où la transparence du ciel évoluerait au moment des observations. Ceci étant dit, ouais, c'est ça. Des supernovas qui saturent, si ça arrive, on en parle aux 20h, hein, quand même. Alors, il y a une autre question, c'est Yolande. En ce moment, nous avons un problème avec l'autoguidage. L'étoile ne bouge pas assez et donc l'autoguidage ne peut pas fonctionner. Y a-t-il une raison? Tu réponds, François? Là, j'ai besoin de plus de… Yolande, si tu veux prendre Oui, ton oui. micro. Ouais. Bonsoir tout le monde. Oui, depuis plusieurs soirs, là, on essaie de faire notre spectro comme d'habitude et l'étoile ne bouge pas. Toutes les étoiles qu'on cherche ne bougent pas, donc l'autoguidage ne fonctionne plus du tout. Ne bouge pas, c'est-à-dire? Eh bien, enfin, c'est ce qui est indiqué sur le logiciel. Eh ben, tout va bien alors, c'est qu'il est super bien réglé, non? Ben, je ne sais pas, mais en tout cas, l'autoguidage ne fonctionne pas. Ouais, on cherche une étoile. Là, pour le coup, parce que il y a 40 personnes autour de nous, là, on regardera si c'est des choses un petit peu plus précises. Éventuellement, on se reparle en direct. D'accord. D'accord. D'accord, merci. On va s'en tenir là.
Alors, Étienne qui demande, vous êtes au nord? Il Oui, me tout manque un à truc. fait. Ouais. Bon, en tout cas, bah, nous, on n'était pas à l'ouest, hein, si je puis me permettre. Un grand merci, Étienne. Un grand merci, Vincent. Merci, Olivier, d'avoir organisé cette rencontre. Encore une fois, merci à vous tous d'avoir participé, d'avoir assisté. Je trouve que c'est vraiment très impressionnant. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à Olivier pour me dire les suggestions, les réactions que vous avez, comment on peut améliorer l'exercice. D'accord. Et alors, à quand la prochaine? Pour l'instant, il n'y a rien de planifié, mais ça va arriver vite parce que en fait, c'était un premier galop d'essai qu'on a fait là sur ces 3 premières présentations. Et vu le succès que ça a, de toute évidence, on va continuer évidemment. En disant, moi, vu de chez moi, au sein de Cheliac, on va organiser des choses dans lesquelles nous, on a de la valeur à apporter. C'est-à-dire, quand on parle effectivement des instruments, quand on aide à utiliser les instruments, etc. Je pense que des conférences plus générales d'astrophysique ou de choses comme ça, même si c'est absolument passionnant, je pense que ça sort un petit peu du cadre de Cheliac. Mais encore une fois, on va ajuster et c'est là où je suis preneur de tous vos feedbacks, toutes vos réactions, vos suggestions, hein, aussi bien de sujets que d'amélioration technique. OK. Un petit dernier mot, Olivier, Vincent, Étienne? Merci beaucoup. Non, mais je voulais aussi remercier Étienne et Vincent d'avoir joué le jeu parce que quand je leur avais demandé, j'étais pas sûr de leur réponse. Donc, je trouve que c'est hyper sympa Ouais. de leur part d'avoir participé et d'avoir témoigné de leur expérience avec l'Alpi. Et puis voilà. Et puis, comme le dit François, on va sans doute en organiser d'autres. Hein. Voilà. Après, il faut nous laisser le temps de trouver les sujets et de mettre ça en place. Eh bien, bonne soirée tout le monde. Merci à vous. Grand merci, bravo et à très bientôt. Et j'arrête l'enregistrement. Bonne soirée. Merci, au Merci. revoir. Merci, Bonne au soirée. revoir.